fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup ?» et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux, par la fente, regarde. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point. » s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi aux mots du guet que de fortune notre loup avait entendu? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits, jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent lourds parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que, dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Le loup et le chien maigre. Autrefois, Carpillon-Fretin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosses aventures, est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison, Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie ce que j'avançais lors de quelques traits encore. Certains loups, aussi sots que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village, s'en allait l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. Ça ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces, il faut malgré moi que j'engraisse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient, voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis, il dit au loup par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. »
Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant des loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir. » Il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore très bien son métier. Nous poursuivons en compagnie de La Fontaine. La Fontaine, maître des eaux et forêts. Pour subvenir à ses besoins, Jean de La Fontaine devra exercer cette charge, ce travail de maître des eaux et forêts, à partir de 1652. Il exercera cette fonction pendant 20 ans. À la mort de son père, il hérite de cette charge sur un domaine de 10 000 hectares, qui va de Château-Thierry à l'ouest et puis qui se poursuit vers la Champagne, vers Épernay. Il a alors un peu plus de 30 ans. Il a déjà beaucoup dépensé dans une vie de plaisir, dans une vie d'épicurien, dans une vie plutôt libertine. Il a dépensé sans doute la fortune familiale, accumulée par son père en particulier, mais aussi la dot de sa femme. La fonction qu'il assure est juridique, surveillance, contrôle du domaine, judiciaire aussi. Il siège l'épée au côté au cours d'une séance hebdomadaire de jugement. Tous les 6 mois, il doit dresser procès-verbal, faire l'état des lieux, visiter forêts, bois, buissons, rivières, étangs, et en faire une recension très précise. Il s'accommode de cette tâche sans passion, mais en conscience. Il constate, contrôle et enregistre la vente des futaies et des bois, l'âge du bois, sa qualité. Il surveille les marchands de bois aussi, les ouvriers, et surtout les gardes-marteaux, ceux qui sont chargés de marquer les bois à abattre. Surveillance aussi des braconniers. Il tient le rôle des amendes. Il garde une clé du coffre où est gardé le marteau servant à marquer les arbres. Il s'assure du bon écoulement des eaux, de l'entretien des fossés, des rivières et étangs, fait supprimer les barrages non autorisés, responsable donc de braconnage. Il est responsable de la pêche. La Fontaine connaît donc bien le domaine des forêts, des animaux, le monde de l'eau. La société au XVIIe siècle est une société de paysans. Tout le monde a faim, les hommes comme les animaux. Et le royaume de France est ravagé parfois par de terribles famines, y compris dans le Dauphiné. La Bruyère ne manquera pas de le souligner dans un célèbre fragment de ses caractères dont je vais vous lire un extrait. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ce sont des hommes. La Fontaine va prendre appui donc sur cette observation du monde animal qui traverse ces forêts, en particulier les cerfs, les renards, les loups, les lièvres, les grenouilles, deviendront les personnages de ces fables futures. Quand Jean de La Fontaine perdra la protection et la charge de maître des eaux et forêts, il sera alors dans un total dénuement et devra trouver d'autres appuis, d'autres protecteurs,
d'autres mécènes. Le loup, la mère et l'enfant. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messire Loup attendait chaque chute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin, bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace s'il ne se tait de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure. Quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. » « Qu'est-ce ceci ?» s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un, puis d'un autre ? Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi? Me prend-on pour un sot? Que quelques jours ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette. » Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête, épieuse et fourche fière, l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ?» lui dit-on. Aussitôt il conta l'affaire. « Merci de moi, lui dit la mère. Tu mangeras mon fils. L'ai-je fait à dessein qu'il n'assouvisse un jour ta faim ?» On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit. Et ce dicton picard alentour fut écrit: Beau sire loup, n'écoutez pas une mère tensant son fils qui crie. Le loup, plaidant contre le renard, part devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé de mémoire de singe à fait plus embrouillé. Le magistrat suait dans son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, Répliqué, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer, condamnant un pervers. Le lion, le loup et le renard. Un lion décrépit, goutteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à sa vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci, parmi chaque espèce, manda des médecins. Il en est de tous arts. Médecins au lion viennent de toutes parts. De tous côtés, lui vient des donneurs de leçons. dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos. Le loup en fait sa cour, donne au coucher du roi à son camarade, absent. Le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vient, est présenté,
Et sachant que le loup lui faisait cette affaire, « Je crains, sire, qu'un rapport peu sincère ne m'ait à mépris imputé d'avoir différé cet hommage. Mais j'étais en pèlerinage et m'acquittais d'un vœu fait pour votre santé. Même j'ai vu dans mon voyage gens experts et savants leur ai dit la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur, le long âge en vous l'a détruite. D'un long écorché vif, appliquez-vous la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau pour la nature défaillante. Mais Sir Loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. » le roi goûte cet avis-là. On écorche, on taille, on démembre Messire Loup. Le monarque en soupa et de sa peau s'enveloppa. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs en leur tour, d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. Nous poursuivons en compagnie de La Fontaine. La Fontaine et Nicolas Fouquet. En 1658, Jean de La Fontaine devient un protégé de Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi Louis XIV. Il recevra à ce titre ce que l'on appelle une pension poétique. Nicolas Fouquet est à Vaux-le-Vicomte. Il s'entoure d'une cour brillante, l'élite de l'époque. Elle n'entoure pas Louis XIV, mais Nicolas Fouquet. Il y a Corneille, il y a Molière, il y a des hommes de lettres, des hommes de science. Nicolas Fouquet est très aimé et admiré, non seulement des esprits brillants de l'époque, mais aussi du peuple. Cette réputation, il la doit aussi à sa mère, qui est fondatrice avec Saint Vincent de Paul des Dames de la Charité, celle qu'on appellera après Filles de la Charité. Il a de la sympathie aussi pour les protestants. Il a la confiance de chaque côté, de chaque parti. C'est le candidat de la paix civile et de la modération. De par son père aussi, magistrat, réputé pour sa droiture, sa loyauté. Il est très estimé et connu. On aime, on apprécie en Nicolas Fouquet un roi idéal, mais qui n'a pas encore régné. La figure de l'honnête homme aussi, c'est-à-dire de l'homme doté de loyauté, mais aussi de vertu, ce qui pousse l'homme à faire le bien. Il était beau, élégant, admiré des hommes et adoré des femmes. Il rassemble autour de lui une véritable académie, décorateurs, fontainiers, artificiers, l'architecte Levaux, le peintre Lebrun, les sculpteurs, le jardinier Lenôtre, le maître des potagers, La Quintini, et même le grand peintre Nicolas Poussin. Nicolas Fouquet était ce qu'on appelle un homme d'État littéraire. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet organise une grande fête et invite, en toute amitié, le roi Louis XIV et sa cour. Il n'a rien senti venir. Tous les sens furent enchantés, nous dit un témoin. Gerbes d'eau, fontaine de la couronne et les animaux. Un souper plein de mets rares. Il fait les honneurs du château et de ses jardins. La comédie de Molière, Les Fâcheux, qui sera présentée cet été au château de Grignan, la comédie de Molière, Les Fâcheux, est présentée au roi pour la première fois. C'est une comédie-ballet avec une musique de Lully. C'est une première. Le feu d'artifice
éblouit, étonne tous les esprits. Maucroix nous dit, de ce feu le plus beau du monde, on vit partir 1000 fusées. Tout combattit à veau pour le plaisir du roi, la musique, les eaux, le lustre, les étoiles. La jalousie du roi sera terrible, immédiate, une rivalité impossible. Le roi en prend ombrage, dit-on, sur le chemin du retour. Il n'est retenu que par la présence de sa mère. On lui prête ce propos, il faudra lui faire rendre gorge. Ça ne tardera pas. Le 5 septembre 1661, au sortir d'un entretien avec Louis XIV à Nantes, la chaise du surintendant Nicolas Fouquet est arrêtée par D'Artagnan et ses mousquetaires. Une lettre de cachet signée de la main du roi. Nicolas Fouquet sera condamné à la confiscation de tous ses biens, au bannissement, sa peine aggravée par la volonté et l'intervention même du roi, à la prison à vie. Il y restera jusqu'à 26 ans. Pendant une durée de 26 ans, il en mourra. La Fontaine perd là son mécène. Pour donner la mesure de la popularité de Nicolas Fouquet, on nous dit, je cite, « Quand le carrosse sortit de la Bastille et franchit la porte Saint-Antoine, un public populaire nombreux, mystérieusement averti, acclama le malheureux et le couvrit de bénédictions. » Pour donner la mesure un petit peu de cet état de la cour, je citerai un bref fragment de La Bruyère. Dans De la cour et des grands, il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince. À peine les puis-je reconnaître à leur visage. Leurs traits sont altérés et leur contenance avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits car ils perdent plus du leur. Celui qui est honnête et modeste s'y soutient mieux. Il n'a rien à réformer, c'est-à-dire à travestir. Il faut prendre la mesure de l'importance de la perte de Nicolas Fouquet comme mécène. La Fontaine ne le reniera jamais. Au contraire, il interviendra sans faveur, sans succès, mais il devra s'exiler à Limoges avec son oncle. Ensuite, La Fontaine sera toujours en recherche d'un mécène, d'abord auprès de la duchesse d'Orléans, en son palais du Luxembourg. Mais là, il faut savoir qu'il est gentilhomme servant. Il passe les plats, introduit les visiteurs, transmet des messages, promène le chien de la duchesse. À la mort de la duchesse, de cette même duchesse, il sera accueilli et hébergé par Madame de la Sablière, celle que Madame de Sévigné nommait la tourterelle. Madame de la Sablière, c'est une autre mesure. C'est une vraie personnalité, non seulement de femme, mais de savante. Elle préfigure l'esprit des Lumières. C'est à la fois un esprit scientifique et littéraire. Elle donnera le gîte et le couvert à La Fontaine pendant 20 ans. Il sera très affecté par la disparition de cette femme qui sera moquée par Molière dans Les Femmes savantes, mais aussi par Boileau, une satire très virulente. En 1693, après la mort de Madame de la Sablière, il sera hébergé, recueilli par le banquier Anne Hervart, jusqu'à sa mort. Nous poursuivons. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage, crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot,
berger de ce troupeau. Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit repentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son. Les brebis, Le chien, Le garçon, le pauvre loup dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir ni se défendre. toujours, par quelque endroit, fourbe, se laisse prendre. Quiconque est loup, agisse en loup, c'est le plus certain de beaucoup. Le cheval et le loup. Un certain loup, dans la saison que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie, un loup, dis-je, au sortir de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie! bonne chasse, dit-il, qu'il aurait à son croc. Eh, que n'es-tu mouton, car tu me serais hoc, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Rusons donc. Ainsi dit, il vient à Paconté, ce dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés, qu'il sait guérir sans qu'il se flatte, toutes sortes de maux. Si Don Coursier voulait ne point sceller sa maladie, lui, loup, gratis, le guérirait. Car le voir en cette prairie, paître ainsi, sans être lié, témoignait quelque mal selon la médecine. J'ai, dit la bête chevaline, une imposthume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie susceptible de tant de maux. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux et fais aussi la chirurgie. Mon galant de songer qu'à bien prendre son temps afin de happer le malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade, qui voulut met en marmelade les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit le loup en soi-même fort triste. Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'herboriste et ne fus jamais que boucher. Nous poursuivons en compagnie de La Fontaine. En 1692, La Fontaine est gravement malade. Il doit s'aliter pendant plusieurs mois et se convertit entre les mains de l'abbé Pouget, savant en théologie, jeune et austère prêtre de la paroisse Saint-Roch près du Louvre. Il a 26 ans et il va tourmenter La Fontaine jusqu'à la fin. Ses amis épicuriens comme Nino de l'Enclos ou Saint-Évremond diront « sa tête est bien affaiblie ». Sa conversion finale est d'abord le fait d'une conscience troublée. La Fontaine a peur de la mort, de l'enfer, du jugement, de la maladie aussi. Il y a la pression toujours très prégnante du parti des dévots. Il retrouve un petit peu cet esprit de la formation qu'il a connu au couvent de l'Oratoire. Il se destine à la prêtrise, mais il n'y est pas resté longtemps, vous le savez. La perte de ses appuis aussi.
Madame de la Sablière est morte au début de l'année, il en sera très affecté, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et l'abbé Pouget va exiger plusieurs conditions, va passer une sorte de contrat terrible pour obtenir ses aveux. Il va poser ses conditions en disant d'abord interdire toute réimpression des comptes, jeter au feu la dernière pièce de théâtre. Cette dernière pièce de théâtre, en effet, a été jetée au feu. Racine lui-même disait qu'elle avait atteint le niveau des fables. Et la plupart de ses amis la pensaient supérieure même à ces fables. Elle devait être jouée au théâtre. Pour l'abbé Pouget, c'était impossible. C'était une profession infâme, selon ses dires, selon ses mots. Donc, la pièce sera jetée au feu, il n'y a nulle trace. Ne rien écrire d'autre que des œuvres pies. Faire une confession générale et lire cette confession à l'Académie française. Ainsi, le 12 février 1695, devant une députation de l'Académie, il est trop faible pour se rendre à une séance, et un grand nombre de gens d'esprit venus à son domicile, La Fontaine fera une déclaration publique de reniement de ses comptes qu'avait exigé de lui l'abbé Pouget. Le même jour, le duc de Bourgogne, petit-fils du roi Louis XIV, pour compenser la perte du profit de son livre auquel le poète renonçait, lui fera porter une bourse de 50 louis. La scène, puisque c'est une véritable mise en scène, digne des aveux d'un procès de l'Inquisition et de tous les régimes totalitaires, est organisée dans sa chambre, sur une table devant lui, avec une grande nappe blanche où est exposé le Saint-Sacrement. Lui-même est vêtu d'un grand vêtement blanc. La foule est rassemblée. Au premier rang, ce sont les académiciens, les conversations mondaines. La Fontaine lit un feuillet d'aveux et de reniement dont je vous lis quelques extraits. Il s'est levé et il s'appuie sur la table, il lit le feuillet. J'ai prié, messieurs de l'Académie française, dont j'ai l'honneur d'être un des membres, de se trouver ici par député, pour être témoin de l'action que je vais faire. Il est d'une notoriété qui n'est que trop publique que j'ai eu le malheur de composer un livre de contes infâmes. En le composant, je n'ai pas cru que ce fût un ouvrage aussi pernicieux qu'il l'est. On m'a sur cela ouvert les yeux, et je conviens que c'est un livre abominable. Je suis très fâché de l'avoir écrit et publié. J'en demande pardon à Dieu, à l'Église, à vous, monsieur, s'adresse à l'abbé Pouget, qui êtes son ministre, à vous, messieurs de l'Académie, et à tous ceux qui sont ici présents. Je voudrais que cet ouvrage ne fût jamais sorti de ma plume, et qu'il fût en mon pouvoir de le supprimer entièrement. Je renonce actuellement, et pour toujours, au profit qui devait me revenir d'une nouvelle édition, par moi retouchée, que j'ai malheureusement consenti que l'on fit actuellement en Hollande. Si Dieu me rend la santé, je suis résolu à passer le reste de mes jours dans les exercices de la pénitence. Et vous savez qu'à sa mort, au moment de l'ensevelissement, on retrouvera sur son corps les traces du cilice imprégné dans sa chair. Il était vraiment apeuré par ce moment-là. Il écrivait à Boncroix « Songes-tu que je vais comparaître devant Dieu ?» Tout proche de cette scène d'aveu, bien sûr, parce qu'il y a un aveu très célèbre dans cette fable, nous allons vous lire une dernière fable, Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous,
Mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion d'un conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste bourreau. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre ni de l'ours les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Arrose sur le baudet !» Un loup, quelque peu clair, trouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, se peler. ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, mais quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La mort de La Fontaine, le 13 avril 1695. Voici ce qu'écrit son ami Maucroix, son ami de jeunesse, ami de toujours. Le 13 avril, mourut à Paris mon très cher et très fidèle ami, Monsieur de La Fontaine. Nous avons été amis plus de 50 ans, et je remercie Dieu d'avoir conduit l'amitié extrême que je lui portais jusqu'à une si grande vieillesse, sans aucune interruption, ni aucun refroidissement, pouvant dire que je l'ai toujours tendrement aimé, et autant le dernier jour que le premier. C'était l'âme la plus sincère et la plus candide que j'ai jamais connue. Jamais de déguisement. Je ne sais s'il a jamais menti en sa vie. C'était du reste un très bel esprit, capable de tout ce qu'il voulait entreprendre. Ses fables, aux sentiments les plus habiles, ne mourront jamais et lui feront honneur dans toute la postérité. 1621, 2022, 4 siècles
400 ans de lecture des fables, grâce aussi à votre présence ici. Merci.